Je m'appelle Béatrice Willow, j'ai 32 ans et je vis en Occitanie. Et pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai vécu dans un espace étrange et silencieux au sein de ma propre famille. Assez proche pour rendre service, mais jamais assez pour qu'on me célèbre. J'ai une grande sœur, Amandine. Elle a 3 ans de plus que moi et dès notre enfance, il était clair à qui mes parents accordaient toute leur attention. Amandine avait cette facilité naturelle à se mouvoir dans le monde. Elle souriait et les gens lui rendaient son sourire. Les professeurs l'adoraient. Les voisins disaient d'elle que c'était un rayon de soleil. Mes parents parlaient d'elle comme d'une preuve qu'ils avaient bien fait les choses. Moi, j'étais la responsable. C'était le mot qu'ils utilisaient le plus souvent. Responsable, mature, autonome. Des mots qui sonnent comme des compliments, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'ils signifient juste « tu n'auras pas besoin de nous ». Le favoritisme n'était pas bruyant, mais il était constant. Les anniversaires d'Amandine étaient de véritables événements, grandes fêtes dans le jardin, château gonflable loué pour l'occasion, décorations à thème, amis débordant jusque sur la pelouse. Mes anniversaires à moi? C'était plus discret. Une pizza sur la table de la salle à manger, un gâteau industriel. Ma mère me tapotait l'épaule et disait « Tu n'as pas besoin de tout ce tralala, Béa. T'es simple, toi. » Simple. C'est devenu mon rôle. Noël racontait chaque année la même histoire. Amandine recevait les cadeaux coûteux, la maison de poupées de rêve, les nouveaux gadgets électroniques, les vêtements de marque. Moi, j'avais des choses utiles ou des versions d'occasion de ce qu'elle avait déjà eu. Une fois, à 10 ans, j'ai ouvert une maison de poupées contrefaite avec une porte manquante. J'ai essayé de ne pas montrer ma déception, mais ma mère l'a vue. Elle a dit en souriant. « Elle fonctionne quand même. » Cette phrase m'a marquée. « Elle fonctionne quand même. » Voilà comment il me voyait. Fonctionnel, fiable, remplaçable. L'écart entre Amandine et moi est devenu impossible à ignorer au moment de l'université. Au lycée, je me suis tuée à la tâche, cours avancés, nuits blanches, week-end passés à réviser pendant qu'Amandine sortait avec ses copines. J'ai été acceptée dans une université locale et j'ai décidé de rester chez mes parents pour économiser. C'était logique. Responsable. Amandine, elle, a été admise dans l'école de ses rêves, loin d'ici. Mes parents ont tout payé, frais de scolarité, logement, repas, argent de poche. Ils ne cessaient de s'en vanter, fiers d'elle. Naïvement, je pensais qu'ils m'aideraient aussi. Quand je me suis assise avec ma mère pour lui parler de mon projet, elle n'a même pas levé les yeux de son plan de travail. « Si tu restes ici, m'a-t-elle dit, tu devras participer. » Participer, ça voulait dire 400 € par mois pour le loyer et les charges, en plus de mes propres courses. J'avais 18 ans, je travaillais à mi-temps dans une librairie à 9 € de l'heure. Je lui ai rappelé qu'Amandine n'avait jamais rien payé pendant ses études. Ma mère a haussé les épaules. On a donné à Amandine ce dont elle avait besoin. Toi, t'es différente. Tu es indépendante. Tu sauras te débrouiller. Et je l'ai fait. J'ai cumulé les heures, sauté des repas, acheté mes livres d'occasion ou les ai empruntés à la bibliothèque. Je conduisais une voiture sans climatisation en plein été en Occitanie parce que je ne pouvais pas la faire réparer. Chaque mois, je donnais ces 400 € pendant qu'Amandine vivait dans une résidence neuve et appelait pour se plaindre que la clim était trop froide. Mes parents lui envoyaient encore de l'argent pour qu'elle ne manque de rien. Une fois, je me suis retrouvée dans la cuisine avec un sachet de nouilles instantanées à la main pendant que ma mère disait au téléphone. L'université est déjà assez difficile comme ça. On ne veut pas qu'elle soit stressée. Je me suis demandé à quel moment cette compassion avait décidé que je n'y avais pas droit. Quand Amandine a été diplômée avec une moyenne de 12,8 en communication, mes parents ont organisé une fête grandiose. Traiteur, musique, décoration. La moitié de la ville était là. Moi, j'ai eu 17,5 de moyenne en informatique. On a mangé des lasagnes à la maison. Ma mère a dit « Pas besoin d'en faire tout un plat. » C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de valeur. Après mes études, je suis partie aussi vite que possible. Un petit appartement près de mon premier emploi. Meubles pas chers, longues heures de boulot. J'ai économisé, construit ma vie petit à petit, sans rien attendre d'eux. Parce que j'avais appris à ne pas le faire. Amandine a épousé Thierry, un homme que mes parents adoraient, malgré le fait qu'il changeait constamment de boulot. Ils ont eu 3 enfants et mes parents ont été là comme toujours. Garde d'enfants tous les week-ends, aide financière, compassion sans fin. Quand Amandine se plaignait d'être dépassée, mes parents laissaient tout tomber pour l'aider. Peu importait ce que j'accomplissais, j'étais toujours en 2e position. C'est pour ça que j'ai arrêté de leur parler de ma vie.
Promotion, augmentation, projet, rêve. Je gardais tout pour moi, y compris la plus grande décision que j'ai jamais prise. Après des années à louer un studio minuscule, j'ai enfin décidé d'acheter une maison. Je ne l'ai pas dit à ma famille. Pas parce que je voulais le cacher, mais parce que je savais exactement ce qui se passerait. Mes réussites, à leurs yeux, devenaient toujours des biens communs. Tout ce que j'avais, Amandine devait en profiter elle aussi. La seule personne au courant, c'était mon copain Marc. Il m'écoutait parler des annonces, du budget, des quartiers. Un soir, il m'a serré la main et m'a dit « Tu l'as mérité, Béa. Cette maison doit être à toi. » Je l'ai cru. Ce que je ne savais pas, c'est que même le silence ne me protégerait pas. Parce que dès que ma famille a su que je cherchais à acheter, ils n'ont pas vu mon avenir. Ils ont vu le leur. Et cette prise de conscience allait bouleverser ma vie. S'il y a bien une chose que j'aurais dû apprendre à 32 ans, c'est que le silence n'est pas une protection, surtout dans une famille comme la mienne. Je n'ai rien annoncé à propos de mes recherches de maison. Rien publié sur les réseaux. Même mes cousins n'étaient pas au courant. Je traitais cette étape comme un cap personnel, quelque chose rien qu'à moi. Après des années à voir mes réussites transformées en biens collectifs, je voulais que, pour une fois, quelque chose m'appartienne du début à la fin. Et pendant un temps, ça a fonctionné. Le soir, je faisais défiler les annonces, j'apprenais à connaître les quartiers, je faisais mes calculs. Le week-end, je visitais seule. Je garais la voiture à une rue du lieu, au cas où quelqu'un la reconnaîtrait. J'évitais soigneusement tout ce qui se trouvait près du quartier d'Amandine. La dernière chose dont j'avais besoin, c'était que la nouvelle circule dans la famille. Mais j'avais manifestement sous-estimé à quel point le monde est petit. Une collègue, Delphine, une vraie passionnée de ragots déguisés en gentillesse, a laissé échapper que j'envisageais d'acheter. Elle n'a sans doute pas voulu faire de mal. C'était le genre de personne qui assaisonne chaque conversation avec la vie des autres. Ce qu'elle ignorait, c'est que la personne à qui elle en a parlé n'était autre que la voisine d'Amandine. Et à partir de là, tout est allé très vite. Quelques jours plus tard, ma mère m'a appelé avec une voix anormalement enjouée. « Béa » a-t-elle dit en allongeant mon prénom. « Pourquoi tu ne nous as pas dit que tu cherchais une maison ?» Mon estomac s'est noué. J'ai fait semblant de ne pas comprendre. « Je regarde juste, rien de sérieux. » Oh, a-t-elle répondu rapidement. « Justement, Amandine et moi avons eu quelques idées formidables pour toi. » Premier signal d'alarme. Elle s'est lancée comme si elle répétait un discours. « Il te faut quelque chose de spacieux. Au moins 4 chambres. Les enfants ont besoin de place et ce serait bien d'avoir une chambre d'amis pour nous. » J'ai serré mon téléphone. « Quels enfants ? J'en ai pas. » Elle a ri comme si j'étais naïve. « Ceux d'Amandine, bien sûr. Et ce serait encore mieux si la maison était proche de chez elle, pour la commodité. » Voilà. Mon avenir, déjà redéfini pour s'adapter à la vie d'Amandine. Après cet appel, ce fut le déferlement. Chaque jour, mon téléphone vibrait, lien, message de ma mère, texto d'Amandine. Des maisons immenses, 5 chambres, piscine, garage triple, des prix qui me faisaient me demander s'ils pensaient que j'avais gagné au loto. Celle-là serait parfaite pour nous, m'a écrit Amandine un jour, avec l'annonce d'une maison de 6 pièces. Ce quartier a de très bonnes écoles, a ajouté ma mère. Pense aux enfants. Pas une seule fois, on ne m'a demandé ce que je voulais. Au début, j'ai tenté de les réorienter. Je leur ai dit que je cherchais quelque chose de petit, chaleureux, rien que pour moi. Mais ça n'a fait qu'empirer. Ne sois pas égoïste, m'a répondu ma mère. Tu n'as pas besoin de tout cet espace. Amandine, si. C'est là que j'ai arrêté de répondre. J'ai coupé les notifications du groupe familial et je me suis recentrée sur ma recherche. J'ai recommencé à faire confiance à mon instinct. Et finalement, je l'ai trouvée. Une petite maison de 2 chambres, juste à l'extérieur de la ville. Rue calme. Cuisine lumineuse. Un petit porche digne d'un film. Le jardin était modeste, mais parfait pour un potager. Ce n'était ni grand, ni clinquant. Mais c'était chez moi. Dès que j'y suis entrée, j'ai senti quelque chose se poser dans ma poitrine. J'ai fait une offre le soir même. L'attente m'a presque brisée. Mais quand j'ai reçu l'acceptation, j'ai pleuré dans ma voiture. Pas de stress. De soulagement. Pour la première fois de ma vie, j'avais pris une décision sans demander la permission. Je n'ai rien dit à ma famille. Je les ai laissés m'envoyer leurs suggestions pendant que je signais les papiers et planifiais mon déménagement en silence. Ça ressemblait à une petite rébellion. Inoffensive. Puis ma mère a rappelé. On fait un dîner samedi prochain. Tu viens. J'ai failli refuser. Tout en moi me criait de le faire.
Mais une petite partie de moi, celle qui espérait encore un peu de bon sens, s'est dit que ce serait peut-être le moment d'être clair. Je suis arrivée pile à l'heure sur mes gardes. La maison était en pagaille dès l'entrée. Les enfants d'Amandine couraient partout en hurlant. Thierry était affalé sur le canapé devant la télé. Ma mère m'a à peine regardée. Ah super. T'es ponctuelle pour une fois. On s'est mis à table. Bavardage, plainte. Amandine se plaignait du manque d'espace, de sa fatigue, de l'injustice de tout ça. Je savais ce qui arrivait. Ma mère s'est raclé la gorge. Béa, a-t-elle dit avec un sourire trop éclatant. On pense avoir trouvé la maison parfaite pour toi. Amandine a enchaîné. Elle est magnifique. 5 chambres, grand jardin, à 2 rues de chez nous. Parfaite pour tout le monde, ajouta ma mère. De la place pour les enfants. Thierry pourrait avoir son bureau. Il parlait comme si la décision était déjà prise. C'est là que j'ai posé ma fourchette. En fait, je m'éclaircis la gorge, j'ai déjà acheté une maison. Silence total. Quoi? A claqué ma mère. J'ai acheté une maison, j'ai répété. Une maisonnette avec 2 chambres. Parfaite pour moi. Amandine m'a fixée comme si je venais de parler une autre langue. Une maisonnette? Comment tu veux qu'on tienne tous là-dedans? Vous ne tiendrez pas, ai-je répondu doucement. C'est ma maison. Le visage de ma mère est devenu écarlate. Comment as-tu pu prendre une décision pareille sans nous consulter? Parce que ce n'était pas votre décision, ai-je dit. Vous ne m'aidiez pas. Vous planifiez pour Amandine. La voix d'Amandine est montée dans les aigus. Mais on en a besoin, Béa. C'est injuste pour les enfants. Ce n'est pas ma responsabilité, ai-je dit en me levant. J'ai travaillé pour ça. Je ne renoncerai pas. Mon père a frappé la table de la main. Tu es égoïste. Je l'ai regardé, et j'ai compris que quelque chose venait de basculer pour de bon. Je me choisis enfin, ai-je dit. Si c'est ça être égoïste, alors tant pis. Je suis partie alors qu'Amandine pleurait et que ma mère criait derrière moi. J'ai roulé jusqu'à chez moi en tremblant, mais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Ce que je ne savais pas encore, c'est que ce n'était que le début. Les représailles ont commencé avant même que je sois rentrée. En arrivant sur le parking de mon immeuble, mon téléphone clignotait déjà. Appel manqué, message qui s'empilait. Je n'en ai ouvert aucun. Je connaissais la chanson. J'avais assez vécu dans l'écosystème émotionnel familial pour reconnaître le schéma. D'abord le choc. Ensuite la colère. Puis la culpabilité. Servie chaude. En boucle. Le soir même, Amandine m'a envoyé une photo de ses enfants sur le canapé, des jouets partout, leur visage fatigué et sale. Légende, regarde comme on est à l'étroit. C'est juste envers Émilie et Maxence? Je suis restée longtemps à fixer cette image. Pas parce qu'elle m'avait convaincue, mais parce qu'elle me blessait. J'avais passé ma vie à être conditionnée à me sentir responsable du mal-être des autres. C'était juste une nouvelle version de la même leçon. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, 5 appels manqués de ma mère. Et une série de messages d'Amandine. Tu as changé. Je ne te reconnais plus. Maman a pleuré toute la nuit. La famille, ça compte. Celui-là a failli m'avoir. Presque. À midi, mon père a laissé un message vocal de presque 6 minutes. Je ne l'ai pas écouté en entier. Je n'en avais pas besoin. Le ton disait tout, de la déception déguisée en autorité. Les messages continuaient, toutes les quelques heures, comme une horloge. Ma mère m'écrivait des paragraphes entiers. À quel point j'étais égoïste? Combien Amandine avait du mal? Que les enfants ne méritaient pas ça. Elle a même suggéré plusieurs fois que ce n'était pas trop tard pour vendre ma maison et en acheter une autre, plus adaptée à la famille. C'est là que je les ai tous mis en mode silencieux. Pas bloqués. Pas encore. Juste muets. Je n'étais pas encore prête à admettre que ma propre famille ne respecterait jamais une limite, à moins qu'elle ne soit imposée avec des conséquences. Quelques jours plus tard, la pression s'est élargie. Ma tante, une personne à qui je n'avais pas parlé depuis des années, m'a appelé sans prévenir. J'ai entendu ce qu'il se passe, a-t-elle dit. La famille passe avant tout, Béa. Tu devrais aider ta sœur. J'ai ri. Pas parce que c'était drôle. Mais parce que c'était absurde. Une femme qui avait oublié mon anniversaire toute mon enfance, soudainement investie dans mes obligations morales. Je ne discuterai pas de ça, ai-je dit, et j'ai raccroché. Puis les réseaux sociaux s'en sont mêlés. Amandine a posté une photo de ses enfants serrés dans un lit superposé. Légende. Tout ce qu'ils veulent, c'est un peu d'espace pour grandir. C'est triste quand certains oublient ce que famille veut dire. Les commentaires ont afflué.
Sympathie, compliments, reproches à peine voilés. Des gens qui ne me connaissaient même pas me jugeaient à travers une image bien cadrée et quelques mots pleins de sous-entendus. Je suis restée silencieuse. Jusqu'à ce que ma mère dépasse les bornes. Elle a publié une photo de ma maison. Je ne sais pas comment elle l'a eue. Peut-être via les archives publiques. Peut-être par quelqu'un qu'elle connaissait. Tout ce que je sais, c'est que soudain, mon refuge était exposé en ligne. Légende. Le plus dur, c'est quand quelqu'un oublie d'où il vient. La famille sacrifie tant, et voilà comment on est remercié. Je les ai tous bloqués immédiatement. Mais le mal était fait. Une collègue m'a envoyé un message. Tout va bien? Apparemment, Delphine avait encore raconté des choses au travail. La moitié du bureau pensait maintenant que j'avais abandonné une famille en détresse pour aller vivre, dans un manoir. J'avais envie de hurler. Ma maison était une maisonnette. 2 chambres, une salle de bain. Rien d'extravagant. Le stress s'est infiltré partout. Je sursautais à chaque vibration. J'ai cessé de consulter les réseaux. Même au travail, je guettais le prochain coup. Puis un soir, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert, et je suis restée figée. Amandine était là, tenant le plus jeune sur la hanche. Les 2 autres s'accrochaient à ses jambes. Elle avait l'air épuisée. Vidée. Et pendant une seconde, une seule, j'ai senti ce vieil instinct revenir, l'envie de réparer. Béa, dit-elle d'une voix brisée. Faut qu'on parle. Je suis restée sur le pas de la porte, les bras croisés. Qu'est-ce que tu veux, Amandine? Elle a dégluti. Le propriétaire augmente encore le loyer. On n'y arrive plus. Laisse-nous juste rester chez toi un moment. Les enfants ont besoin de stabilité. J'ai inspiré lentement. Ma maison n'est pas une option, ai-je dit. Elle n'est pas assez grande. Et ce n'est pas ma responsabilité. Son visage s'est durci. Donc c'est ça? Tu vas juste nous laisser souffrir? Je ne vous laisse pas souffrir, ai-je répondu calmement. Je refuse juste de sacrifier ma vie pour réparer la tienne. Elle a marmonné quelque chose et est partie, traînant les enfants derrière elle. Le lendemain matin, ma mère a appelé avec un numéro masqué. Tu es sans cœur, a-t-elle dit. Tu vas le regretter. J'ai raccroché. Et ce soir-là, seule dans ma nouvelle maison, j'ai compris quelque chose. Ce n'est pas eux qui avaient changé. C'était moi. Et ils n'en avaient pas fini. Pendant quelques jours après la visite d'Amandine, tout est devenu étrangement calme. Pas de message. Pas d'appel. Pas de poste culpabilisant. J'aurais dû me méfier. Le silence n'avait jamais signifié l'acceptation chez nous. Il signifiait qu'on préparait quelque chose. Ce samedi matin a commencé comme les autres. J'étais dans mon jardin, à genoux dans la terre, essayant, en vain, de planter de la lavande. Je me souviens avoir ri de moi-même en pensant à quel point c'était absurde. Je pouvais corriger du code complexe, mais pas garder une plante en vie. Et pour la première fois depuis des semaines, mes épaules se sont relâchées. La maison redevenait paisible. Puis je suis sortie faire quelques courses. Supermarché, la vie claire, la poste, des choses ordinaires. Je suis partie à peine 2 heures. Mais en rentrant dans mon allée, mon estomac s'est noué. Le SUV d'Amandine était garé juste devant chez moi. Au début, mon cerveau a refusé de comprendre. Je suis restée là, les mains crispées sur le volant, priant pour avoir mal vu. Mais j'ai aperçu les sièges auto à travers la vitre. Mes mains se sont mises à trembler. Je me suis approchée de la porte, les sacs encore dans les bras, cherchant mes clés. C'est là que j'ai entendu des voix à l'intérieur de ma maison. J'ai ouvert la porte. Et je suis entrée dans le chaos. Émilie et Maxence étaient affalés sur mon canapé, entourés de jouets et de snacks qui n'étaient clairement pas les leurs. Mes coussins étaient par terre. Zacharie, le plus petit, trottinait dans le salon en mâchouillant l'un d'eux. Thierry était dans ma cuisine, porte du frigo ouverte, mangeant un sandwich comme si les lieux lui appartenaient. Et Amandine? Elle était dans la véranda, en train de réorganiser mes meubles. « Oh, salut Béa » m'a-t-elle dit tranquillement, comme si je rentrais simplement plus tôt du travail. « Tu es déjà de retour. » Ma vision s'est brouillée. Qu'est-ce qui se passe ici? Ai-je lancé? Elle n'a même pas sourcillé. On s'est dit que ce serait plus simple d'emménager pendant ton absence. Je l'ai fixé. Emménager? Elle a soupiré, les yeux au ciel. Maman nous a donné la clé. Elle a dit que c'était bon. On avait vraiment besoin de plus d'espace, et ta maison est la plus logique. J'ai senti quelque chose se briser en moi. La clé? Ai-je répété lentement. Quelle clé? Le double, a-t-elle répondu en désignant le comptoir. Celui que j'avais laissé là, lors de la visite d'excuses de ma mère. Tu ne l'utilisais pas.
Thierry a enfin daigné me regarder. T'es célibataire, a-t-il dit. Tu n'as pas besoin de tout cet espace. Cette maison est bien plus adaptée pour nous. Je n'en revenais pas. Dehors, ai-je dit. Amandine a ri. Béa, arrête de dramatiser. On est de la famille. Les enfants adorent déjà cet endroit. Dehors de chez moi, ai-je répété plus fort. Elle a croisé les bras. On commence à peine à s'installer. De toute façon, tu n'utilises même pas tout l'espace. C'en était trop. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai appelé la gendarmerie. Les yeux d'Amandine se sont écarquillés. Tu es sérieuse? Complètement, ai-je dit en lui montrant l'écran. Quand les gendarmes sont arrivés, je suis restée silencieuse pendant qu'Amandine tentait de justifier l'injustifiable. On est de la famille, répétait-elle, comme si c'était un argument légal. Thierry râlait, c'est pas juste, on a besoin d'espace, elle est égoïste. Les agents n'ont rien voulu savoir. Ils leur ont dit qu'ils étaient en infraction et qu'ils devaient partir immédiatement. Amandine a pleuré. Thierry a marmonné des insultes. Les enfants ont chouiné pendant qu'on les sortait. Je suis restée plantée là, sans dire un mot, à les regarder ramasser la nourriture qu'ils avaient volée. Et franchir ma porte. L'un des gendarmes m'a demandé si je voulais porter plainte. J'y ai pensé. Non, ai-je répondu. Je veux juste qu'ils dégagent. Après leur départ, j'ai verrouillé la porte. Et me suis laissée glisser contre elle, tremblante. Ma maison me paraissait violée. Contaminée. Comme si quelque chose de sacré avait été piétiné sans la moindre hésitation. Cet après-midi-là, j'ai changé toutes les serrures. Le lendemain, j'ai fait installer un système de sécurité. Puis, j'ai appelé un avocat. Une lettre de mise en demeure est partie vers ma mère, Amandine et Thierry. Elle expliquait tout, le harcèlement, l'intrusion, la clé. Et elle énonçait une chose très claire. Tout contact futur serait traité légalement. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'eux depuis. Parfois, ça me fait encore mal. Mais aujourd'hui, debout dans ma maison calme, porte verrouillée, limite enfin respectée. Je comprends quelque chose que j'ai mis des décennies à apprendre. L'amour ne demande pas de sacrifice sans consentement. La famille ne donne pas droit d'accès. Et me choisir, ce n'était pas de la cruauté. C'était de la survie.